sur Trait d'Union, le podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur, où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Dans ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Emmanuelle Squarzoni, qui a publié un livre témoignage, « Ce qui ne me tue pas vous rend plus fort », paru en septembre 2024. C'est à l'âge de 38 ans qu'on lui a annoncé qu'elle est atteinte d'une forme précoce de la maladie de Parkinson. Ce livre était d'abord un peu un journal intime, nous dit-elle. Puis, elle s'est rendue compte que ses textes aidaient d'autres personnes à faire face à la maladie et à l'accepter. Alors elle a décidé d'en faire un livre. Dans ce livre, elle a voulu démontrer que le fameux proverbe de Nietzsche qui disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » est bien vrai en ce qui concerne sa propre famille. Ce qui ne l'a pas tué les a rendus plus forts. Car son histoire n'a pas démarré avec la maladie, mais avec un coup de foudre pour son mari et la naissance de ses 2 enfants. Ensemble, ils ont appris à faire face et à braver les tempêtes. C'est un livre qui évoque tout d'abord son long déni, puis son combat, ses doutes, la dépression, mais aussi l'importance de la communication et des liens d'amour authentiques dans un processus thérapeutique. Bonne écoute à toutes et à tous. On avance ensemble. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Sylvie. Donc Emmanuelle Squarzoni qui C'est habite ça. près de Marseille. C'est ça. C'est ça, oui, à la Plaine-sur-Yvonne, dans une commune entre Aubagne et Marseille. Commune entre Aubagne et Marseille. Alors Emmanuelle, moi je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Trait d'Union parce que vous avez écrit un livre. Et donc avant qu'on démarre l'enregistrement de ce podcast, je vous ai posé une question et qui m'a éclairée encore une fois sur une question que je me posais par rapport au livre, à votre livre que j'ai lu, donc qui s'appelle Tout ce qui ne me tue pas nous rend plus fort. Donc je posais la question de savoir, habituellement la phrase c'est tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et là il y avait ce me. Et en fait vous m'avez dit en fait au départ ce livre c'était plus un journal intime. C'est bien C'est ça? ça, tout à fait. Tout à fait, j'écrivais les choses que je n'arrivais pas à dire. Donc, les bons, les mauvais, tous mes ressentis. Il y a des choses sur lesquelles je n'arrivais pas à l'exprimer. Et puis en l'écrivant, ça me soulageait. Ça vous soulageait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc c'est un livre qui parle de votre long combat avec la maladie de Parkinson qui a été décelée donc alors que vous étiez encore jeune. Bon, ça démarre même avant, si vous le voulez. On va vraiment démarrer un petit peu le fil avec pour comprendre vraiment comment, à quelque part, cette douleur de la maladie s'instaure, mais aussi les douleurs qui ont pu être là également auparavant. Hein. Quand je vous parle de ça, je parle de effectivement ce bébé que vous perdez, etc. Donc on va vraiment un petit peu dérouler le fil pour arriver ensuite jusqu'à effectivement cette maladie qui aujourd'hui vous accompagne au quotidien, et puis vous nous expliquerez effectivement comment ça se passe, comment vous la gérez, et puis ce que vous avez trouvé aussi. Alors, il y a l'écriture déjà, donc là j'entends que l'écriture a été très importante dans votre processus de résilience, mais aussi d'autres choses qu'on va continuer à évoquer, cette association, etc. Mais, ouf, on va revenir vers le début. Donc moi j'ai lu mon livre et j'ai lu votre livre et on est en 2006, il y a ce coup de foudre avec Patrice. Alors ça, c'est un moment important. Ah, ça, c'est l'amour de ma vie. En fait, j'ai commencé à écrire là parce que pour moi, ma vie avait vraiment commencé à ce moment-là, quand je l'ai rencontré. Ça a été, c'est l'amour de ma vie. Ça l'est toujours, grâce à lui, les enfants. Enfin. Et donc, je l'ai rencontré et de suite, ça a été ce qu'on appelle le coup de foudre. Vraiment, impossible de se lâcher. Et puis, on a vécu ensemble de suite et voilà, l'histoire commence là.
Et il est encore là aujourd'hui à vous épauler au Toujours, ouais. quotidien. Et j'ai un Et mari exceptionnel. ok. Et donc effectivement, bah, les choses s'enchaînent assez vite parce que il y a ce coup de foudre et en fait vous êtes enceinte, je crois, 3 mois après. C'est ça, tout à fait. Voulu, hein. C'est ça. C'était pas un accident du tout, c'était mûrement réfléchi. On avait 25 et 26 ans et on s'est dit, bon, ben, on y va. Et ben, le premier bébé, je le perds, C'est ça. malheureusement. Je fais une première fausse couche. Et bon, ben, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est dur à accepter, mais on continue à avancer. On est tous les deux. Moi, je suis bien soutenue par ma famille, ma belle famille. Et puis bon, ben, je retombe enceinte 2 mois après. Très rapidement, hein. Ouais, c'est ça. Et puis naît notre premier enfant en 2007. Il naît le même jour que Patrice et moi. Nous sommes nés tous les trois le 2 septembre. C'est ça. Il y a Voilà. une espèce de miroir parfait entre les dates qui est assez incroyable quand même. Du moins avec votre mari, vous avez un an Des d'écart, différences. mais effectivement, vous êtes nés le même jour. Ouais. Et votre enfant naît le même jour aussi. Et donc, dans le livre, il y a un truc assez incroyable, c'est que quelqu'un, quelques semaines, je crois, avant ou quelques mois, vous dit, ben, tu vas voir, il va naître le 2 septembre aussi. Alors, cette personne, c'est dans un rêve de mon mari qu'il est C'est apparu. ça. C'était son meilleur ami qui est décédé à l'âge de 19 ans, en Corse, d'un accident de voiture, malheureusement. Et puis, mon mari a rêvé de lui. Et il lui a dit qu'on aurait un petit garçon. Et fatalité, le jour de l'échographie du sexe, c'est tombé le jour de son anniversaire et de l'anniversaire de ma belle-mère en même temps. Et puis, bon, effectivement, il s'est avéré que c'était un petit garçon. Bon, le hasard faisant que moi, je dis, bon, je croyais mon mari qui me disait qu'il avait rêvé de lui. Puis il revient une deuxième fois dans son rêve et il lui dit, mais ton fils naîtra le 2 septembre. Et puis, fatalité, il est né le 2 septembre. Alors, hasard ou pas, mais moi, j'y crois, hein. Qu'est-ce qui, Voilà. j'adore ces moments, hasard ou pas, mais moi j'y crois. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, moi j'y crois, que finalement, Moi, je crois que ben, simplement, il est venu le voir, il lui a parlé, comme il le fait souvent. Et puis, bon, ben voilà, cette fois-ci, il a décidé, mais il a donné des dates, il a donné un sexe. Et puis, il s'avérait que c'était vrai, hein. Donc, donc que là il y en déjà, a certains que quand on leur dit ça, ils me disent, mais non, ouais, c'est le hasard. Moi, je veux bien croire. Et là, je vous entendais plus, ça repart. En fait, ouais, ce que j'entends, c'est qu'à quelque part aussi, bah, dès le départ, même si c'est difficile, on n'est pas tout seul. Il y a des gens aussi qui sont là quelque part pour, voilà, ouais, pour nous aiguiller, pour nous aider. C'est ce qui c'est ça. transparaît un petit peu dans l'écriture aussi et dans ce que vous comprenez de ce chemin qui est fait finalement de moments très difficiles, mais de moments aussi comme ça par des clins d'œil, que ce soit de l'au-delà ou que ce soit de vos proches, que ce soit des rencontres que vous allez faire, qui finalement arrivent au bon moment et puis qui vous aident aussi à avancer. C'est ça, tout à fait. Bon, après, moi, je crois, quand on dit les gens ne croisent pas votre chemin par hasard, Mm. ça, c'est vrai. S'ils sont là, c'est pour vous apprendre quelque chose de bon ou de mauvais, ou pour vous aider à avancer, peut-être, des fois. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, C'est l'idée de se dire que finalement, on a le choix aussi à chaque fois de se dire soit de rester dans le bon ou le mauvais, ou de se dire finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Peut-être que c'était un cadeau mal emballé. c'est ça. Et puis que cette rencontre qui, à premier abord, voilà, qui m'a fait quelque part, voilà, avec laquelle j'étais pas trop en accord, finalement, elle m'a permis aussi de comprendre des choses sur moi et puis parfois de prendre une autre direction et puis de me connaître. Ouais, ok. Donc il y a ce petit garçon donc, qui naît en 2007. C'est ça. 2 septembre 2007. 2 septembre 2007. Donc, il y a ce bonheur, parce que ça, je me souviens de cette lecture aussi, de ce moment-là, et de ce grand bonheur de cet enfant que vous avez, et puis de ce qui est en train de se passer. Et puis en même temps, euh, le sentiment, alors même si on ressent vraiment
dans tout le processus d'écriture, toute l'importance qu'a eu et qu'a la famille, qu'ont les liens voilà, les liens du sang, de votre, que ce soit de la famille de votre mari, la vôtre, et en même temps, à ce moment-là, on sent aussi parfois à quel point ça peut être difficile aussi parfois quand on vit des choses qu'on aurait juste envie de vivre voilà, de façon plus apaisée, plus au calme. À quel point ça peut être difficile parfois de fixer des limites parce que vous êtes dans cette chambre d'hôpital et vous avez du mal du coup à allaiter ce bébé parce qu'il y a, bah, ça n'arrête pas en fait, ça défile et vous n'êtes jamais seul. C'est ça, tout à fait. Bon, déjà, j'ai voulu allaiter parce qu'on me disait que c'était bien pour un enfant. Et puis bon, j'ai voulu un peu. Je suis assez pudique comme personne. Donc, j'y arrivais pas. Et bon, mais il y a tellement de monde qu'en fait, il n'y avait jamais un moment où j'étais tranquille. Je n'osais pas demander à ce que les personnes sortent ou quoi pour pouvoir allaiter tranquillement mon enfant. Donc, je l'ai fait, mais un peu, on va dire. J'étais tellement gênée de devoir sortir. Bon, pourtant, c'est un acte naturel, mais j'étais gênée, moi. Bon, après, ça gênait personne, hein, puisqu'à priori, les personnes restaient. Mais bon, du coup, ça m'a engorgé le sein. J'ai eu un gros abcès. Il a fallu que j'arrête parce que malheureusement, j'avais de la fièvre. Donc, l'enfant ne pouvait plus aller prendre le sein. Et grâce, on va dire. Grâce à ça, ou peut-être, je sais pas. On s'est rendu compte que j'avais des microcalcifications Mm. par rapport à l'engorgement en faisant des mammographies, des Oui, échographies. c'est Alors, ça. ça a été un mal pour un bien quelque part parce que sinon, on ne se serait jamais rendu compte. C'est Et pas ça. assez rapidement. Comme si à quelque part, là aussi, la douleur et permettait, ou alors un premier événement permettait à quelque part de tisser le fil, effectivement, cette douleur qui finalement après va en grandissant. Mais oui. C'est ça, tout à fait. Mais ben voilà. Et donc là, je suis suivie par Mhm. rapport aux microcalcifications pour pas. Quand elle m'a dit ça, quand elle m'a annoncé ça, la gynéco, mon fils avait 6 mois et elle m'a dit dans le pire des cas, ça peut être un cancer. Bon, mais alors, je me suis effondrée parce que mon fils n'avait que 6 mois et puis moi, je ne comprenais pas. Mhm. Bon, ça a été une des premières, on va dire, deuxième épreuve parce qu'il y a eu la perte du bébé avant. Mais bon, Ouais. voilà. Et ensuite, donc ça continue. Vous avez des nouvelles douleurs, vous pensez à une fausse couche en amont. Alors, j'ai des nouvelles douleurs. Non, mais d'abord, j'ai mon fils, mon second. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, entre-temps, il y a effectivement le J'ai mon deuxième. second. Et dans le deuxième, en fait, à 6 mois de grossesse, il s'avère qu'on m'a enlevé la vésicule biliaire. J'étais de 6 mois de grossesse, donc C'est ça. le chirurgien qui m'a opéré avait jamais opéré de femme enceinte, juste avant. Oui, c'est ça. Ouais, c'était ouais, tout à fait. Une première pour lui, ouais. Une première pour lui, et puis bon, ben, j'étais tellement dans la douleur parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais de 2 mois. J'avais des crises de douleur de vésicule, mais je ne savais pas ce que j'avais. Et puis un des docteurs qui m'a suivi aux urgences m'a dit que c'était dans ma tête. Il a appelé ça le syndrome de Tite. Moi, tellement vexée que quand j'avais des douleurs, je restais chez moi enfermée. Jusqu'au moment où mon docteur est venu à la maison, il m'a dit non, non, c'est plus possible. Et puis il s'est rendu compte que c'est la vésicule biliaire. Qu'il a fallu lever en urgence, puisque sinon je risquais la pancréatite, c'est-à-dire je risquais de mourir moi et le bébé. C'est ça. Donc le chirurgien m'a dit on prend le risque, tant pis, de perdre le bébé parce que c'est possible. Hein. On m'a quand même fait une cystoscopie. C'était Donc une décision et puis une période hyper difficile. ah oui, là, oui, très très difficile. Très très. Bon, bah, ce que je risquais ma vie, mais bon, je risquais. Bon, ben, tout s'est très bien passé. Mon second, voilà. Et oui, Il est en pleine ça forme. va, c'est pas parfaite santé. Oui, la connexion est parfois un petit peu Et voilà. instable. Et Je sais après, pas. oui, j'ai eu la. Eh oui, moi aussi, ça coupe.
Alors, ça coupe pas vraiment, mais c'est un peu instable. J'ai un petit message. D'ailleurs, la connexion est instable. Il neigeait à Strasbourg ce matin. C'est peut-être peut-être la neige qui fait des interférences. On va prier pour que ça s'arrête pendant quelques minutes encore. Ouais. Oui, donc ensuite, il y a continue à dérouler le fil. Alors ensuite, il s'avère qu'au mois de novembre, mon fils a 2 ans, je crois, Mhm. 2 ans et demi, mon second. Donc il s'avère que j'ai des saignements, je ne sais pas trop ce que j'ai. Je suis assez laxiste point de vue santé, donc je ne dis rien, je laisse passer. J'ai des douleurs, mais je prends des cachets, ça passe. Mm, Et puis bon, il s'avère qu'un jour, je vais aux urgences et que oui, effectivement, je faisais une grossesse extra-utérine. c'est ça. Donc j'ai éclaté la trompe, donc j'ai perdu ma trompe. Ils m'ont opéré en urgence. Et voilà, tout va bien pour l'instant. C'était en octobre 2012. En Ouais. novembre 2012, pardon. Et donc là, donc, il y a une très grosse fatigue en sortant. Oui, j'avais perdu énormément de fer. J'étais tombée Mhm. à 4 d'hémoglobine. Donc il a fallu que je me remonte. Ça a été très compliqué. On m'a pas fait de transfusion sanguine parce que j'étais jeune. Mhm. Et donc, ils m'ont fait des perfusions de fer. Mais bon, il a fallu quand même que je me remonte doucement, doucement, doucement. Ça a bien mis un mois avant que je reprenne un peu des forces. Et voilà. Après, la vie continue. Après, j'ai des très grosses douleurs à l'épaule. Ouais. Donc, on pense à une tendinite, on fait des infiltrations, il n'y a rien qui fait, rien qui fait. Le chirurgien prend la décision de m'opérer. L'épaule droite, donc il m'opère, il me fait une acroméoplastie. Donc, on me creuse les os pour laisser passer les tendons. Et après, tout se passe très très bien pour l'opération. Je me réveille et puis pendant et au plus ça va, les mois passent et moins j'arrive à me servir de ma main. Je C'est n'arrive ça. plus à écrire, je commence Vous plus n'arrivez plus à écrire à ce moment-là. Ouais. je C'est le n'écris premier. plus. C'est vraiment le premier signe. Premier signe, on va dire que oui, parce que c'est vraiment Oui. la première chose que je me suis rendu compte. Après, je n'arrivais plus à me brosser les dents, je commençais à trembler, Oui. mais sans imaginer une seconde que, enfin, ça pouvait m'arriver, quoi, tout ce genre Donc de choses. là, Emmanuel, vous avez quel âge? Là, alors c'est 3 ans avant on m'a diagnostiqué, j'avais 38 ans, donc j'avais 35 ans. 35 ans. D'accord. OK. Et donc là, assez rapidement, par contre, on vous met un mot sur. On vous dit, vous êtes atteinte de ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien. Non, 3 ans après. Ah, 3 ans après seulement. Parce qu'on D'accord. cherchait, on cherchait, on cherchait. Il pensait peut-être qu'il m'avait touché un nerf pendant l'opération, donc il m'a envoyé voir un neurologue à Ah oui, Latimon. d'accord. Il y avait ce gap de 3 ans quand même. OK. Et voilà, et en passant les examens, le neurologue me dit que tous mes nerfs vont bien, mais il préfère quand même que j'aille voir une consoeur à lui, Ouais. qui est OK. spécialisée dans les tremblements. Bon, je pense qu'il avait déjà une idée, mais moi, non. Et donc, elle me fait passer un IRM cérébral et un DAT scan, Oui. scintigraphie. Mm. Et c'est en fait, moi, j'avais pas les résultats sauf de l'IRM cérébral que j'ai réussi à avoir. Et en sortant le papier, je vois marqué syndrome parkinsonien avec un point d'interrogation. Et je me Qu'est-ce qui dis, se mais passe pour vous à ce moment-là, quand vous avez le résultat alors, je connaissais la maladie de Parkinson parce que je Oui, travaillais avec les personnes âgées. c'est ça, ouais. À cette Mais époque-là, ouais. mais je ne connaissais pas du tout la forme précoce, par contre. Je ne savais pas que ça pouvait arriver à des jeunes comme moi, même plus Mm. jeunes, voire plus jeunes, Mm. ou même un peu plus âgés, parce que ça fait jeune quand même. Mm. Et je suis dans le déni complet. Pour moi, c'est pas possible. Ils se sont trompés forcément quelque part. Jusque ce fameux jour, mois de février 2019, ou quelques mois plus tard, la neurologue me reçoit dans son bureau avec mon époux pour m'annoncer que je suis atteinte de syndrome parkinsonien. Et à partir de là, j'ai mon cerveau qui s'est mis complètement à l'arrêt. Je n'entendais plus rien du tout de ce qui se passait dans la. Ouais. Il y a vraiment cet état, à plusieurs reprises, quand on vous annonce ces choses-là, on voit qu'il y a cet état, ce qu'on appelle cet état de sidération, où ouf, on est là et puis en même On temps, éteint tout. plus là. Ouais, Ouais. c'est le choc, hein, le choc de l'annonce. Ouais.
Vous dites, seule chose qui vous traverse l'esprit à ce moment-là, quand vous reprenez l'esprit, c'est mes enfants, mon mari, et à quelque part, vous. Alors, vous dites, je peux pas leur faire subir cela. Comme si finalement, à quelque part, vous pensiez être coupable aussi, à quelque part, d'être la porteuse de cette maladie, quoi. Ben oui, parce qu'en fait, je me rends compte du fardeau qu'après que ça va être. Je connais ça un peu, mais enfin, je m'imaginais quand même pas que ça soit Ouais. si lourd. Mais ils sont là. Ils sont là, en Mais tout cas, ils sont là à à chaque chaque étape. étape. Et donc là, finalement, vous rentrez aussi dans quelque chose, euh, l'expliquer assez longuement aussi dans le livre. Ben voilà, j'ai pas envie de montrer ni ma peur, mon désespoir. Votre mari aussi, d'ailleurs, hein, vous dites, vous êtes un peu tous les deux dans le déni pendant un moment. Ah ben oui, complètement. Mm. Mon mari pensait que fait, je pense qu'il le disait pour me rassurer quelque part. Ouais. Il était dans le déni, mais il me disait c'est pas grave. Enfin, après, Mm. il faut se dire il y a pire, parce qu'on Mm. n'en meurt pas de la maladie de Parkinson Mm. de nos jours. Mais bon, quand ça nous arrive à nous, c'est compliqué. Ouais, vous refusez, on refuse de faire face. Je cachais un peu des trucs, je voulais pas trop que ça se voie. Je cachais tout en fait. Je voulais pas Ouais, du tout qu'on m'en parle. Dès qu'on m'en parlait, j'éclatais en sanglots. Je ouais, refusais toute discussion, toute allusion. Au travail, il était hors des questions pour moi que quelque chose change. Et je crois que ça a été quelque part aussi mon tort. quelque chose, le fait de se dire à un moment donné, ouais, je laisse ça dans le tiroir, je fais comme si ça C'est n'existait pas ça, en fait. c'est ça. Après, Et- j'avais eu les traitements qui faisaient que ça a commencé à aller mieux. J'arrivais à réécrire, à me resserre de ma main, mais bon, tout était quand même, tout est devenu un parcours en fait. un parcours, ouais, parcours du combattant. Vous parlez souvent de ce combat avec Ah, ce bah, démon. Vous avez ah appelé, oui, moi je l'appelais le démon parquis. vous l'avez appelé le démon par qui. Donc à ce moment-là, il y a comme après ces moments de désespoir où à un moment donné vous êtes dans le déni et puis il y a même ensuite de l'isolement, hein. À un moment donné vous êtes passé par cette phase de dépression, appelons un chat, d'accord? C'est ça. Et l'isolement et vous qui étiez vraiment plutôt tourné vers les autres et souvent voilà, dans cette volonté effectivement voilà, d'être en lien. Il y a eu ces moments où vraiment vous avez ressenti le besoin de l'isolement, mais ça a été un isolement aussi. Alors moi, je l'ai compris comme ça en lisant votre livre, qui a aussi été salutaire. Oui, oui, j'en avais besoin. Parce que moi, pour me sentir, enfin, après, on a toute cette phase d'isolement dans les Mm. malades de Parkinson. Je me suis rendu compte avec l'association. Oui, Beaucoup de malades, ils ont cette période d'isolement où ils ne veulent plus. En fait, on pense que personne ne nous comprend quelque c'est part. ça. Oui, Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est- Même les aidants qui sont à côté, même s'ils sont pas malades, ils vous comprennent. Mm. Il suffit de leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent mieux. Mm. Très compliqué d'être aidant d'un malade de Parkinson parce qu'on se renferme sur nous-mêmes en fait. Pensant que, ben, après, malheureusement, ça touche les hormones du cerveau aussi, la Mm. maladie de Parkinson. Et qui font partie, ben, moi je suis par une psychiatre Mhm. et j'en suis toujours suivie, même après l'opération, parce que j'en ai besoin. J'ai Bien toujours mes sûr. antidépresseurs. Parce que sans ça, je crois que je ne serais pas arrivée. J'ai eu ça. Heureusement, heureusement que les choses changent et que le regard change aujourd'hui sur la thérapie. Je veux dire, on est encore Ben, oui, le regard change sur la thérapie, mais c'est encore beaucoup tabou quand même. Et puis bon, oui, je pense de moins en moins quand même. Heureusement, effectivement, dans certains milieux, mais heureusement, aujourd'hui, on comprend bah, on n'est pas qu'un corps, on a une tête, et tout ça, ça fonctionne ensemble. Et donc, je veux dire, la tête, elle est pas détachée du corps. Donc, heureusement qu'on comprend aujourd'hui qu'il faut pouvoir bah, travailler autant avec le mental, avec les pensées, avec nos émotions, souvent qu'on laisse dans le placard ou qu'on laisse sous le tapis, alors que bah, les émotions, justement, bah, il s'agit d'accepter d'aller à leur rencontre, quoi. eh oui, c'est Ouais, ça, mais après, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller voir les parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. c'est Alors, ça. j'essaie de leur expliquer, mais
Après, chacun mène son combat comme il veut, Mmh. comme il peut. Mais sincèrement, enfin, je pense que malheureusement, ça fait partie des symptômes, un peu la dépression des malades de Bien Parkinson. sûr. Parce que tout est lié, hein, Mmh. mais bon, voilà. Vous faites aussi à un moment donné, donc vous êtes, il y a ce premier rendez-vous avec un psy, on revient un petit peu en arrière, où d'abord vous dites, je comprends pas très bien ce que ça peut m'apporter. Et donc à ce moment-là, je pense que vous faites pas encore le lien. On est aux prémices hein, entre le corps et le mental. Et vous faites d'ailleurs une séance d'hypnose. Par contre, euh, vous sortez avec un mental apaisé. Et Alors oui, mais c'était pas une psychiatre, c'était une psychologue d'accord. qui m'a fait des séances d'hypnose pour essayer d'accepter la maladie. Ok. Bon, alors au début, moi j'y ai vraiment mis les pieds parce que je pensais que, ouais, bon, parce que je me suis rendu compte que oui, j'avais besoin d'aide, certes, Mm, mais bon, pour moi, j'étais très terre à terre, il était pas, enfin, je voyais pas comment on pouvait m'aider. mm, En fait, en faisant ces séances d'hypnose pour l'acceptation, en mm, fait, je me suis rendu compte qu'après ces séances, je sortais, mais alors apaisée, mm. j'étais bien. Et puis ça Oui. m'a vraiment aidé à accepter la maladie à ce moment-là, Ouais. vraiment. C'était vraiment J'avais aussi. plus cette boule d'angoisse que j'avais au fond de la gorge, Ouais. Et oui. ce nœud-là. Et là, encore une fois, je veux dire, c'est tellement important d'apprendre à écouter vraiment son corps là quand. Bah, souvent, on n'a même pas conscience qu'il y a cette boule d'angoisse dans la gorge ou cette boule dans le ventre et prendre soin de soi, donc accepter aussi de se faire aider, pour moi, c'est une forme d'intelligence, quoi. C'est une forme, c'est de se dire, bah ouais, je veux dire, je donne souvent cette métaphore quand vous prenez un avion, vous savez, il y a les masques qui tombent et puis la consigne, c'est bah, d'abord, avant d'aider les autres, il faut le mettre soi-même. Eh oui, Et mais c'est ce qu'elle m'a répété. c'est Pour exactement aider ça. les autres, elle m'a dit, il faut que vous vous soignez vous. C'est ça. Et tout commence toujours, vous vous rendez compte aussi que bah, finalement que tout commence en soi et puis vous dites aussi, vous comprenez que le démon est en vous à ce moment-là. Ah bah oui, hein, il est à l'intérieur, il essaie de Mm. m'grignoter, mais bon, c'est après, comme Mm. je dis, c'est à moi de battre pour qu'il me grignote le moins possible, quoi. Mm. Parce que malgré l'opération, même au jour d'aujourd'hui, la maladie est toujours présente. Rien n'arrête la maladie. Il n'y a que voilà, le quotidien, faire ce qu'il faut, une Mm. licence de kiné, du sport. Mais bon, moi, le sport, je suis pas trop, je suis pas trop collègue. Donc, c'est plutôt les séances de kiné. Après, voilà, chacun, je crois que chacun est différent et ce qui est important, c'est de s'écouter, c'est de se dire, voilà, bah, ça, je sens que ça me fait du bien et puis ça, bon, bah, c'est pas trop mon truc. Il y a toujours des alternatives, hein. Mm. Après, il y a eu cette période où, malheureusement, j'ai perdu mon beau-père. Mm. Alors là, ça a été une catastrophe pour moi. C'était un peu comme mon père. Et, bon, il est mort suite du Covid. Dans les premiers temps, premier Covid qui est apparu. Mm. Et puis à partir de là, malgré tout, je voulais pas le montrer pour mon mari parce que ça a été très, 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 très compliqué pour lui. Il ne le montrait pas, mais c'était ce jour où il a perdu son père, il a perdu son ami, son meilleur ami, son père, c'est tout. Et puis après, derrière, j'ai eu le travail qui a voulu m'écarter puisque j'étais malade, hein, tout simplement. Alors là, Donc ça a été, mais aussi, c'est un moment que vous encaissez et qui est difficile, hein. je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais, c'est ça. Ça a été la déception de trop pour moi. Et puis à partir de là, je suis rentrée dans une roue infernale de burn-out, la maladie s'est accentuée parce que du coup, un choc moral, ça accentue la maladie, ça Mm. fait toute maladie que ce soit, hein. Bien Et sûr. puis bon, là, ça a été le début de l'enfer. Et je voudrais souligner aussi quelque chose, j'ai trouvé courageux parce que bah, souvent, parfois, on n'a pas trop le courage de parler de ça, mais vous parlez aussi de quelque chose d'important, c'est cette addiction que vous avez eue à un moment donné au jeu d'argent. Ah ben oui, ça c'était dû au traitement. Je savais, je connaissais les risques. La neurologue m'avait dit surtout d'en parler, mais au début, on a honte, hein. Mm. Chose Et que je oui, pensais qu'il ne m'arriverait jamais. On a honte, et puis après, c'est un cercle vicieux. On essaie de rejouer, puis on ne peut pas s'empêcher, quoi. En fait, non. malheureusement, il y a certains traitements d'un Parkinson. Alors, je vous dirais n'importe quoi si je vous donne la molécule, parce que je ne me rappelle plus du tout. Mm. Pour moi, c'était le Cifrol qui faisait que
J'avais ces addictions. J'avais Ouais. ça, j'avais l'addiction au sucre, mais les jeux d'argent, ça a été catastrophique pour moi. Et donc là, effectivement, votre mari s'en rend compte et à un moment donné, il y a cette prise de conscience et là aussi, il vous aide aussi. Ah, mais mon mari m'aide du jour où je l'ai rencontré. C'est pour ça que ma vie a commencé le jour où je l'ai rencontré jusqu'à encore aujourd'hui. Il est tout en train derrière, aux petits soins. C'est vraiment, je veux pas le dire pour pas. Les gens peuvent croire que c'est aberrant, mais j'ai un mari en or. C'est vraiment l'amour de ma vie. C'est vraiment, et heureusement que je l'ai. C'est grâce à lui et puis mes enfants, hein. Ma famille aussi, mais surtout eux, que j'ai réussi à sauter le pas pour me faire opérer. Parce que je les voyais souffrir et que c'était trop dur pour moi de les voir souffrir. Mm. On arrive au point où, à la psy, je lui disais que je voulais en finir pour plus les voir souffrir, quoi. C'est dur à dire, mais c'était réel. C'est pour plus les faire souffrir, en fait. Et après, quand on reprend conscience, on se rend compte que non, on a dit bêtises, mais bon, dans ces moments-là, on ne sait plus ce qu'on dit. Donc en tout cas, ouais, on le voit vraiment hein, dans le livre, il y a cette l'importance, il y a l'importance de ce soutien qui est là et puis de cet amour qui est alors des descentes qu'on fait ensemble et puis à un moment donné aussi il y a ce moment, alors je sais plus, je crois que c'est après le décès également de votre beau-père où on sent que le couple est fragilisé à un moment donné parce qu'effectivement vous êtes tous les deux dans la douleur, je pense, avec parfois des difficultés probablement à dire, à entrer en lien et ça aurait pu effectivement s'arrêter ou en tout cas, mais non. Je veux dire, au contraire vous en ressortez grandi encore parce il y a un moment donné, les choses, elles sont mises, les cartes, elles sont mises sur la table et puis on parle aussi de ce qui nous habite et puis à quelque part, vous en sortez grandi aussi encore. Eh ben oui, en fait, mon mari a eu du mal à. Bon, ben, il a été complètement dans le déni du décès de son père. Bon, Oui, moi, l'aggravation de la maladie faisait que. Après, je suis malheureusement tombée enceinte, encore une fois. c'est ça. Et la décision pour moi était que, sans comprendre pourquoi, je ne sais pas pourquoi, hormonal peut-être, parce que la neurologue m'a expliqué après que les hormones me faisaient du bien, j'ai pris la décision que je voulais garder cet enfant. Et mon mari, pour lui, c'était hors de question que je garde cet enfant parce qu'il pensait que j'aurais une grosse dispute. Il me dit, mais cet enfant va te tuer, tu comprends, tu vas mourir. Et moi qui était, après, je l'ai fait par amour. J'ai accepté qu'il ne veuille pas l'enfant parce qu'il était catégorique. On était catégorique. Hein. De toute façon, avant, même, j'étais malade. Il n'était pas question que. Je pensais que le traitement ne ferait pas, mais finalement, le traitement faisait que je pouvais continuer la grossesse. Le traitement psychiatre aussi pareil. Elle m'a donné aucune contre-indication. C'était vraiment mon choix. Mais après, la neurologue m'avait dit, enfin plus tard, qu'heureusement que je n'avais pas gardé cet enfant parce que ça aurait été très, très, très compliqué pour moi, voire même pire, ça aurait pu accentuer mon. Puis surtout, je ne me serais pas pu me faire opérer. Et puis à partir de Aujourd'hui, là, ça a été compliqué avec mon mari parce qu'il ouais. était toujours dans le déni du décès de son père. Moi, je perdais confiance énormément en moi, dû à la maladie. Hmm. J'avais l'impression que après on vira à la parano. Je voyais ces femmes autour de lui. Je pensais peut-être qu'il y en avait certaines qui voulaient prendre mon mari. Et pour moi, c'était mon mari. Et après, je me sentais dévalorisée complètement à ses yeux. La maladie m'avait fait énormément maigrir. Là, j'ai Oui, repris une vous aviez vingtaine une de grosse kilos. perte de poids. Ouais, ouais. Hmm. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai repris 20 kilos. Je faisais 48 kilos, j'étais squelettique, je perdais confiance en moi, je ne marchais Hmm. plus, j'avais des béquilles. C'était vraiment. Et j'ai perdu Quotidien énormément. douloureux. Ouais, Ouais. très, très, très lourd. Et mon mari, en fait, quoi qu'il se passait, il fallait rien me dire, rien me contrarier, parce qu'on aurait dit que j'étais un petit sucre. Comme un Hmm. sucre. Qu'il ne fallait pas toucher parce qu'on allait le casser. Hmm. Et sinon, il s'énervait. Donc, il a essayé de trop me protéger. Il m'a surprotégée. Et puis un jour, je lui ai dit, mais maintenant, il faut que je reprenne ma place de femme, quoi. Hmm. C'est ou ça, ou enfin, on a eu une grosse discussion, et puis on est ressorti encore plus fort. Hmm. Oui, c'est Lui, il avait. intéressant ce passage-là aussi où on sent qu'il y a
Il y a cette tension avec effectivement le décès de votre beau-père et Marie qui du coup ouais, s'enferme aussi hein, dans une certaine forme de déni. Et puis bah, vous, vous êtes dans le vôtre, ou en tout cas dans votre douleur, vous êtes chacun dans votre douleur. Et puis bah, le pont, voilà, il n'y a plus de... de communication. À un moment donné, ouais, on a du mal à se rejoindre et jusqu'au moment où parfois, et puis ça, je crois que c'est vrai dans toutes les situations, hein, parfois il y a, chez Jung, Jung, il appelait ça les tricksters, les tricksters dans la vie, c'est-à-dire la personne qui va venir, la personne, l'événement, la maladie qui va faire en sorte, le petit grain de sable qui vient de l'extérieur et qui va finalement foutre un peu le bazar dans le système et qui, bah, c'était au départ, on voyait ça comme quelque chose de douloureux et de chaotique. Et puis finalement, quand on arrive à comprendre bah, quel était le message aussi que ce soit de la maladie, de l'événement, on arrive à en sortir différemment, quoi. Ah non, mais nous, ça nous a encore plus soudés, hein. Mmh. Enfin, je crois qu'il y a tout, tout qui a essayé autour de nous de. Ah, puis, sincèrement, c'est l'amour qui reflète chez nous. L'amour, c'est. Et puis mes enfants, je regarde mes enfants, très important. En fait, ce qu'il y a eu, c'est on avait peur tous les deux de blesser l'autre. Moi, je voulais pas lui dire mes problèmes de la maladie parce que je pense qu'il en subissait assez de ma maladie. Et lui ne pouvait pas me dire qu'il avait tant de peine, malgré que je le savais quand même, parce que je le Mmh. connais par cœur, Mmh. par rapport à certaines Blessé. situations. Puis Mmh. de me voir comme ça dépérir de jour en jour, il se posait des questions, quoi. Et puis après, on est arrivé à un peu de non-retour, jusqu'au jour où on a eu une grosse conversation qui a fait que ben, tout a été mis à plat. Et à partir de là, j'ai pris la décision pour l'opération. Je ne pouvais Ouais, plus les voir souffrir comme ça. Je ne c'est ça. pouvais plus. Oui, donc là, on rentre effectivement. Après, bon, on va faire un peu plus court parce que vous rentrez, ça a été compliqué à un moment donné avec vos employeurs, etc. Bah, il y a la deuxième vague du Covid. Et puis, il y a encore. Et donc, à ce moment-là, après cette deuxième vague du Covid, on rentre encore une fois dans quelque chose de différent, une autre étape de la maladie encore. Eh ben, en fait, oui, je commençais à avoir des crises de raideur. Oui, On appelle ça des dystonies. C'est ben, les muscles qui se raidissent et puis ça fait énormément mal. Je pensais qu'un jour j'arriverais, mais je pourrais pas. Je pensais qu'un jour je succomberais aux douleurs, tellement que Hmm. j'avais mal. Tant que les cachets font pas effet, en fait, ben, je peux vous dire, ça dure trois quarts d'heure, Hmm. 45 minutes où, ben, malheureusement, ben, il faut attendre. Et ces douleurs, et puis après, vous avez ma jambe qui ne me fonctionnait plus du tout. Bon, je marchais comme, on peut dire, je faisais des grands pas, chose qui n'est pas commun chez les Parkinsonais. C'est Ok, normalement, nous traînons les pieds. Bon, maintenant, j'ai plus de symptômes vraiment réels à la maladie, mais quand on est jeune, malheureusement, c'est pas les mêmes symptômes. d'accord. Personne n'a les mêmes symptômes. Aucun Ok. malade. Que ça soit moi, une personne de 80 ans, de 70 ans, nous n'avons pas du tout les mêmes symptômes. D'où l'importance des témoignages de chacun, parce qu'effectivement, ça permet d'élargir le spectre et puis de comprendre la maladie. C'est ça. Bon, par contre, je tiens à tirer mon gros coup de gueule quand même. Contre Allez-y. l'administration française. Parce que alors, c'est catastrophique. J'ai voulu faire un dossier MDPH pour avoir une aide à la maison, comme il m'a été conseillé. Ben, j'ai pas le droit parce que figure-vous, je suis trop jeune pour avoir Parkinson. Donc, Ah je ne oui. rentre pas dans les cases. Ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est pas ma mère qui venait m'aider même après l'opération, c'était catastrophique. Puis là, ben, j'ai voulu refaire une demande comme il me l'avait conseillé, après l'opération, parce qu'il y a eu aggravation de mon état. Eh ben non, ils ont estimé que j'étais peut-être guérie. Donc Que vous étiez c'est peut-être, pardon? guérie. Ah oui. Donc ils m'ont levé des aides que j'avais en plus, que je refais une demande par rapport à eux. Mais bon, c'est un combat perpétuel quand on a 40 ans et qu'on a Parkinson. Parce qu'on est trop jeune pour être malade et pas assez vieux, entre guillemets, Vous pour rentrez pas pouvoir. dans les cases. Vous Non, rentrez pas dans les cases non, non, de l'administration, donc non, on a droit, donc du coup, à rien. ok. Donc heureusement que j'ai quand même ma mère qui vient m'aider. J'ai mon mari, mes enfants.
Mais bon, vous savez, à 40 ans, implorer de l'aide, c'est compliqué quand même. Et vous parlez des enfants, je voudrais revenir sur un point important aussi, parce que dans votre livre, à un moment donné, vous soulignez l'importance, et moi je milite pour ça aussi, l'importance de dire la vérité aux enfants même quand ils sont jeunes. Parce que Oui, parfois, bah voilà, on veut là aussi les protéger, mais de toute façon, on sait que bah, les enfants, c'est des éponges, donc ils ressentent le climat familial, ils ressentent les choses. Donc, bien sûr, il faut adapter bah, notre façon de leur parler. Puis, mais l'importance de dire la vérité de façon à ce qu'ils puissent aussi, eux, parfois lâcher, être juste plus tranquilles. Parce qu'à partir du moment où ils savent la vérité, bah voilà, je crois qu'ils sont assez, ils comprennent que la vie, elle est faite de haut et de bas, et puis que ça peut pas toujours être tout beau, tout positif, et puis du coup, ça leur enlève un poids aussi. c'est ça. Ben, moi, bon, ça a été très compliqué pour les enfants d'accepter. Ben, au Mm. début, on leur a pas trop expliqué ce que c'était ma maladie. Mm. Et puis après, au fur et à mesure, ben, ils ont été malheureusement contraints de constater ce qui se passait. C'est ça. On ne pouvait plus leur cacher quoi que ce soit. Moi et mon mari, nous avons toujours eu. On a toujours trouvé ça bien de tout dire la vérité à nos enfants, Mm. quelle que soit la situation. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'avais mon grand qui souffrait énormément, qui avait des Mm. problèmes à l'école. C'est Et ça. puis, ben, c'est quand j'ai fait l'avortement, bon, ben, pour le dernier bébé que j'ai eu, malade, donc j'étais obligée d'avorter. Et puis, il croyait qu'en fait, ma maladie qui, qui, qui prenait encore le dessus. Il Mm. pensait vraiment que j'allais encore avoir des problèmes parce qu'en Ouais. plus, mon grand est quand même de nature assez réservée. Donc, il regarde, mais il observe sans parler. Il était en train de se faire son film, en fait. Voilà, tout à fait. Et puis un jour, ma mère va le chercher à l'école. C'était le jour où j'avais pris mon dernier cachet pour l'avortement. Il fallait pas que je sois seule, donc ma mère était venue rester avec moi. Mm. Et puis, fatalité, le petit finissait à midi. Donc il a fallu aller le chercher. Ma mère est allée. Mm. Dans la voiture, il m'a appelé. Il dit, mais mamie, pourquoi tu es là? Alors ma mère lui dit, mais parce que je suis venue aider maman. Mais si tu viens aider maman, c'est qu'il y a un problème. Et puis il était tellement angoissé. Quand ma mère est rentrée, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu parles avec ton fils. Bien sûr. C'est Et puis important. bon, ben, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, écoute, Bien tu es sûr. grand maintenant. Je vais pas le dire à ton petit frère. Tu vas comprendre ce qui se passe. Maman est tombée enceinte. Alors déjà, il restait bête, 6 mois, comme ça. J'ai dit, oui, mais maman n'a pas pu garder le bébé puisqu'elle était malade. Tu sais qu'elle est malade? Il me dit oui. Mais le bébé, il n'est pas resté. J'ai pas pu lui dire la vérité à ce moment-là. Vraiment la vérité, mais il comprenait vraiment la situation. Bien sûr. Il se sentit tellement fier après de Mm. connaître ce secret qui pourtant et puis d'être dans la confidence et puis que je Mm. lui dise la vérité, ça l'a tellement soulagé parce Et se que dire, bon, je suis grand aussi, on me fait confiance. on fait confiance, c'est pas ça, mais et Hein. puis bon, il souffrait tellement, il y avait des problèmes à Bah oui. l'école et puis bon, bah, ça n'a pas été évident pour mes enfants aussi non Mm. plus. C'était et puis de voir leur mère à la maison tous les matins, une phrase que je me rappelle pourquoi je me suis fait opérer. Un de mes fils qui disait: «Tous les matins, on ne peut pas te faire le bisou avant de partir parce que tu es enfermé dans ta chambre parce que tu as mal. Le temps que les cachets fassent effet». Alors cette phrase, elle m'avait arraché le cœur. Mm. De me dire: «Mais mince, mais mes enfants s'en vont le matin sans me faire le bisou, sachant très bien que je souffre dans la chambre». Mm. Même si je m'enfermais pour pas qu'ils me voient. Mais il me voient, il savait. Et cette phrase-là, ça m'a résonné. J'ai dit: «Non, stop, c'est fini». Mm. Et puis, Après, on avance, on arrive en mai 2023, donc là, c'était il y a 2 ans presque, un peu moins, et il y a une nouvelle opération qui est prévue. c'est ça, c'est la stimulation cérébrale profonde. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel était l'objectif de cette opération et comment ça... Améliorer le quotidien, c'est-à-dire, Mm. les douleurs. Alors voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont inséré, 2 électrodes dans le crâne jusqu'au noyau central. Ils ont implanté ces électrodes-là et qui sont reliées à une pile que j'ai sur ma poitrine. Ok. Si vous la voyez là, un Ouais. boîtier. Ok, ouais. Et ce boîtier, un contrôle, c'est un boîtier un peu comme les personnes qui ont des piles au cœur. D'accord. Voilà. C'est ce boîtier-là qui dirige les électrodes. C'est ça. Alors moi, depuis cette opération, ça a été un miracle. Je me suis remis à remarcher. Mm.
Les crises de dystonie, je n'en ai plus du tout, aucune. Donc plus de crise de douleur, plus de crise de ride. Et puis cette opération, et je crois qu'ils la font jusqu'à l'âge de 60. Moi, j'ai été opérée à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Je suis suivie là-bas. Ils la font jusqu'à 70 ans, je crois. Il y a un gros protocole avant. Ok. Donc, il a fallu que je fasse des examens, voir des tests pour la lévodopa, pour voir comment mon corps a accepté le cachet. Après, des tests psychologiques aussi. Voir si ça... Parce que quand vous êtes en état dépressif, mais trop avancé, ils ne vous opèrent pas parce que l'opération peut aggraver l'état dépressif. D'accord. Voilà, des tests de mémoire. Oui. Bon, même une fois que tous ces tests étaient réussis, ils sont quand même concertés, tous les neurologues de la Timone, pour savoir si oui ou non ils allaient opérer. D'accord. Voilà, donc c'était un gros protocole et ça a bien mis presque un an, même avant qu'on opère. Mais en tout cas, voilà. Et donc, de façon presque simultanée, il y a cette idée de l'association. Alors oui, j'ai créé cette association avec des amis à moi. Ça s'appelle Une main pour Parkinson. Et puis je l'ai créé au moment où j'étais le plus mal. C'est ça. Et sincèrement, ça a été pour moi une découverte et ça m'a changé. Parce que Qui c'est qui est à l'origine qui c'est qui vous a parlé? Je crois que c'est une amie qui vous a parlé, qui vous a suggéré l'idée, hein. En fait, cette association, je l'ai créée avec des amis. Oui, c'est ça. Donc il y a ma meilleure amie, Véro, tout le long du livre. Il y a plein d'amis à moi qui connaissent un peu les mondes des associations, à qui on est allé demander conseil. Oui. Donc, ils m'ont expliqué un peu. Et puis moi, sincèrement, d'avoir créé cette association à ce moment précis de ma vie, c'est ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Emmanuel, la création de cette association, Ça m'a apporté d'être concrètement? moins isolée, Oui. de pouvoir aider les autres. Alors, parce que moi, j'ai toujours travaillé dans le social et pouvoir aider les autres, ça a toujours été quand même important pour moi. Et puis, arriver à faire quelque chose ça m'a aidé à m'ouvrir aux autres aussi, chose que je n'étais pas du tout avant. Et J'étais puis, du assez coup, réservée. avoir une écoute avec des gens qui vous comprennent aussi C'est et puis ça. qui sont, Je me suis rendu compte, en fait, que les personnes malades me disaient, mais les aidants se plaignaient qui, par exemple, ils leur parlaient pas. Et ils me disent, mais vous, moi, vous me comprenez. Je dis, mais même, votre aidant, votre femme, votre mari, votre conjoint, n'importe qui que ce soit, votre mère ou quoi, ils vous comprennent aussi. Seulement, c'est vous qui pensez que moi, je vous comprends mieux que les autres parce que je suis malade. Et puis, je me suis rendu compte, voilà, que ça a aidé. Et puis, Et là, vous faites ce que je pourrais qualifier de gros coming out, parce qu'effectivement, vous faites un gros discours et vous parlez, vous témoignez et vous parlez vraiment de votre quotidien. Donc, du coup, vous ouais, qui il aviez a du fallu. mal à parler de tout ça, l'association aussi, ça vous permet à un moment donné de poser des mots et puis de partager. C'est ça. J'annonce devant tout le monde que je suis malade. Parce qu'en fait, personne ne connaît la maladie de Parkinson en forme précoce. Oui, c'est ça. Donc, bon, très peu de la connaissent. Ils ne se rendaient pas compte. Bon, après, j'arrivais à un point où je m'inquiétais tellement que les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, tu es malade. Et puis moi, je le cachais. Et puis, il est arrivé un jour où, en fait, j'ai pris la décision de le dire, mais je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Et puis, après, j'ai fait un discours par rapport à l'association. Et puis, ça a été vraiment un succès. Bon, je me suis rendu compte que les gens se reconnaissaient, les gens venaient m'aider. Et il y a un tel élan de solidarité que ça m'a touchée et que ça me donnait encore plus envie d'avancer, Et tout en du me coup, battant pour ma santé. à quelque part, vous prenez votre place et que ce soit dans votre famille, à quelque part votre place de malade, mais aussi de femmes engagées, de femmes voilà, qui est sur le chemin de la résilience. J'ai vraiment eu le sentiment, voilà, que ça a été un gros virage, même si la maladie, bien sûr, est toujours là, mais voilà, dans votre positionnement, en fait. Elle m'a aidé à accepter, en fait, tout simplement. Ouais. L'association m'a aidé à accepter, malgré tout, parce que bon, au début, chez moi, d'ailleurs, ce que j'ai dit à un moment donné dans le livre, j'avais l'impression d'être devenue qu'une femme malade.
mon mari me voyait comme une femme malade. Puis en fait, de voir que je me battais comme ça et que j'arrivais, puis il m'a dit plusieurs fois, il m'a dit: «Je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu arrives à Mm. entreprendre», mais que ça m'a redonné Mm. ma place de femme, en fait. C'est ça. Ouais. Elle m'a aidée, puis elle m'aide encore, hein, l'association, parce que malgré Mm. tout, sans elle, je pense que j'aurais pas pu supporter. Bon, après, je Mm. suis très, très bien entourée. J'ai une belle famille. J'ai de la chance d'avoir de la famille, des amis en or, Mm. qui sont toujours là pour m'épauler, pour me soutenir. D'ailleurs, j'explique l'anecdote que quand je suis à l'hôpital et qu'on me passe les tests, qu'avec mon ami Véro, j'en arrive à pleurer tellement de douleur en attendant que les tests arrivent et qu'on en arrive à rigoler même dans des situations dans lesquelles on s'est mis parce que pour essayer de calmer ma douleur. Mais voilà, j'ai une chance inouïe d'avoir des amis en or aussi. Ouais, il y a vraiment il y a ce fil de l'aide et en même temps, avant, je sais plus à quel moment, mais vers la fin du livre, à un moment donné, euh, je crois que c'était avant l'opération, il y a un déclic où vous vous dites, vous aimez être seul, vous commencez à être plus en paix avec vous-même. Il y a aussi ces moments où du coup vous découvrez aussi que, voilà, J'ai besoin de me recentrer en fait au moins avant l'opération. c'est ça. J'arrivais plus, mon esprit, parce que je connaissais les risques de l'opération. Mm, Ce sont des gros risques quand même, une mm, hémorragie. Une hémorragie, je pouvais y rester. Moi, je pouvais rester handicapée, il y avait mm. plein de risques. Et puis Ouais, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. il Et y pour avait, il y ça, avait il besoin. fallait que Ouais, je sois coupée de l'extérieur, complètement. ouais, Et moi, mon bien-être, c'est chez moi, c'est avec chez vous, mon mari et mes enfants. avec le cocon. Et voilà, et coupée de tout élément extérieur. Mm, J'ai besoin de ça pour me reconcentrer sur moi, sur ce qui est important en fait. mm. Et cette période-là, j'en ai eu besoin. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure, parce que si on revient sur ce moment, du coup, quand vous avez votre premier enfant, vous n'osez pas trop, effectivement, vous positionner. Aujourd'hui, vous êtes en mesure plus facilement de dire, bon, voilà, là, j'ai besoin de m'isoler. Ah oui, Ouais. ah oui. Donc ça aussi, ça vous a appris à savoir dire, oser dire non, à savoir dire non, à savoir quand vous dépassez vos propres limites. C'est ça, tout à fait. Mm. En fait, après, comme il disait Michael J. Fox, vous connaissez Michael J. Fox, celui de Oui, Retour vers le futur, qui est malade aussi de ouais. Parkinson. En Il a parler dit dans le une livre. phrase, Mm. il a dit une phrase qui m'a marquée et qui, malheureusement, est vraie. Grâce à la maladie, j'ai pu Mm. vivre tout ça. Mm. Peut-être pas dans le même sens, mais il a dit de Mm. façon, Ouais, malheureusement, il faut se dire que moi, je me dis, tout n'arrive pas pour rien. Grâce à la maladie, j'ai pu m'ouvrir aux autres. exactement. J'ai pu raconter mon histoire, ça peut aider d'autres personnes parce qu'à la base, si j'ai sorti Bien le livre, sûr. c'est pour pouvoir aider parce que c'était un journal intime. Il a fallu quand même que j'enlève quelques passages qui étaient vraiment intimes pour moi, que je ne voulais pas qu'on connaisse Mm. parce que c'était vraiment au cœur, au vif du vif. Mm. Mon mari aussi, par rapport au décès de son père, il y avait des passages assez intimes qu'il ne voulait pas que Mhm. je communique, c'est tout à fait normal. Mm. Donc j'ai fait le choix de lui faire lire avant, Mm. sélectionne. Et puis moi aussi, il y a des passages sur lesquels je ne voulais pas qu'on me connaisse, parce que je reste Ouais. quand même assez. C'est Ça a été dur pour important de toute moi façon de s'écouter et puis d'être en accord avec bien évidemment ce qu'on écrit. C'est Et le but de ce livre, c'est de pouvoir aider les autres. ouais. Si j'y arrive, je crois que j'aurais tout gagné. Donc vous trouvez cet éditeur, donc c'est paru aux éditions Maya. À quel moment il est sorti votre livre? Assez récemment, hein, je crois. Il est sorti en septembre ou octobre 2024. 2024, donc ça fait quelques mois maintenant qu'il est en train qui circule. Moi je dis souvent, bah, le mien est sorti chez Maya aussi, hein, au mois de mai l'année dernière. Euh, on n'est pas sur la même thématique, mais bien évidemment, on est sur la même, on en parlait en off, ce besoin à un moment donné de trouver une voie et puis de trouver, de prendre conscience à quel point l'écriture aussi permet de retisser le fil d'une histoire et permet aussi de ce que vous disiez tout à l'heure. Alors c'est difficile à comprendre parfois, mais presque alors bien sûr, on aurait préféré ne pas avoir Parkinson, on est bien d'accord. Moi, j'aurais préféré aussi ne pas subir les traumas que j'ai subis et en même temps,
Ben, avec ce qu'on a eu sur notre chemin, pouvoir en faire quelque chose et pouvoir quelque part s'en servir aussi pour voilà, guérir bien sûr personnellement, mais ensuite surtout aussi quand on écrit et quand on choisit de publier, c'est aussi de se dire que notre récit et notre histoire va pouvoir aider d'autres personnes. Donc C'est dans ça. ce sens-là, c'est super, super intéressant, quoi. L'association, donc je mettrai le lien également sous cette vidéo, je mettrai le lien aussi de votre livre. Euh, donc grâce à effectivement cette maladie, bah, du coup vous avez, si vous vouliez terminer ma phrase, qu'est-ce que vous diriez? Grâce à cette maladie, j'ai pu m'ouvrir aux autres. Ouais, Chose qui n'était pas du tout pareil avant. Mais bon, grâce à cette maladie, j'ai pu aussi rencontrer ce que c'était la solidarité, c'est ça. le soutien. Ouais, Et puis surtout, ce que j'en ressors, c'est de l'amour de ma famille. l'importance aussi C'est important. de ce lien qui a été présent en fait. Et Alors de puis les façon, alors avec des tensions, il y a des moments où il y a des tensions. On le sent dans votre couple, etc. Ça a été pareil pour moi. Il y a des moments où il y a des tensions, mais on sent qu'en sous-marin, bah, l'amour il est là et puis il aide aussi à quelque part. Et quand on choisit aussi souvent de ouais, de déposer les armes et puis à quelque part de se parler. Moi, j'insiste souvent quand je suis avec les gens de cette parole vraie, authentique, d'être effectivement dans la sincérité. Alors souvent, on est longtemps dans le déni, on n'a pas envie pour des raisons X ou Y, parce que c'est difficile, c'est pas notre culture, c'est pas notre... On a du mal à parler et pourtant, quand on accepte de parler authentiquement. Vous en êtes rendu compte, je crois, à plusieurs reprises aussi dans votre relation avec votre mari. Bah, voilà, les choses, elles s'ouvrent à nouveau, quoi. Quand on repense aux addictions, à ces moments où effectivement vous êtes tous les deux un peu enfermés dans vos propres traumas et dans vos propres difficultés, c'est vraiment la parole, du coup. la parole, et puis on se connaît par cœur, quoi. Un regard, on se Mhm. comprend. Ouais. Un seul regard, on sait si ça va ou si ça va pas, quoi. Donc bon, mais après, ça fait quand même 18 ans hein, qu'on est ensemble. Mhm. Ben voilà, hein. Après, ça se cultive, ça s'entretient. Et puis surtout, c'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue dans un couple, c'est compliqué. Tout à Ça fait. peut être très compliqué. Communication, c'est la base de tout, que ce soit dans le couple, que ce soit Oui, avec... partout, même avec les enfants, c'est pareil. Absolument. Sans dialogue, hein. Super important. Ouais. Et une communication ensuite, voilà, qui partent authentiquement à partir de ce qu'on est, de ce qu'on, C'est ça. voilà. Après, j'aimerais tellement que l'opinion publique change sur la maladie de Parkinson, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mm. Il y a tellement besoin de comprendre. Ben, par exemple, sur les dossiers, vous n'êtes pas des numéros, vous êtes des personnes. Ouais. Et puis, sincèrement, la forme précoce existe. On en est la preuve, nous. Moi et beaucoup d'autres jeunes avec Mm. qui je parle sur les réseaux, Ouais. qui militent pour essayer de faire changer les choses. Mais bon, on passe. Quelles sont pardon, quelles sont les actions que vous menez, Emmanuel, aujourd'hui au sein de l'association? Ben là, mon but, c'est de récolter le plus de fonds possible pour aider la recherche. Alors, nous avons déjà récolté des fonds. Bon, la recherche, c'est assez compliqué pour faire des dons, je me suis rendu compte. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons acheté du matériel médical, style fauteuil roulant, des déambulateurs, des coussins anti-escarpe pour le service neurologie de la Timone. Ok. Voilà. Et Et vous, donc là, vous intervenez de temps en temps dans des lieux particuliers en lien avec Parkinson ou pas pour le moment? ben, pas pour le moment, parce que l'association a été créée en octobre 2022. Entre-temps, j'ai été D'accord. opérée. Oui, Donc, c'est ok. vrai que j'ai pas eu trop le temps de m'en Oui, occuper. oui, Bon, c'est ça. on a quand Ouais. même réussi à faire un premier don. Oui. Là, on va faire un deuxième don. Mm. Ils ont besoin de lits d'accompagnants, donc je vais faire Mm. en sorte de récolter le plus de fonds possible pour acheter des lits accompagnants. Mm. Parce que malheureusement, les hôpitaux publics, ben, c'est là où il y a le plus de besoins. Mm. Hein. Parce que bon, je suis dans ce service, donc je les connais, les besoins. Donc, je suis assez souvent, c'est ma deuxième maison là-bas. Et puis, ils sont tellement gentils, et puis tellement efficaces, et puis surtout, ils ont tellement de besoins. Voilà, les fauteuils roulants, on aurait dit une enfant
qui ouvraient un cadeau quand je leur ai porté ça a été tellement un soulagement pour moi de pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice. Dire j'y suis arrivée, quoi. C'est même si c'est pas beaucoup, c'est déjà ça. C'est rigolo cette métaphore, je l'utilise souvent. Je dis c'est souvent c'est l'appel des bâtisseurs ou des bâtisseuses qui viennent mettre une pierre à l'édifice. C'est exactement ça. Ouais, ouais, Voilà. super. Je termine souvent les podcasts avec cette question. Imaginez votre livre continue à faire son chemin, qu'il voilà, va toucher des cœurs, qui va toucher, qui va permettre d'éclairer plein de gens et qu'il y ait une campagne de pub comme ça dans le métro. Vous savez, dans le métro, dans les couloirs des métros parisiens, ou je sais pas si vous avez un métro à Marseille, j'ai jamais été à Marseille, Oui, voilà, ou à Marseille. Il y a une campagne de pub pour votre livre et puis à côté, il y aurait une phrase qui a quelque part un message que vous auriez envie de faire passer aux gens par rapport à votre livre. Quel message vous auriez envie de faire passer et quelle phrase serait présente cette euh, campagne? ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais pas trop. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Il faut se dire que on se croit à l'abri de tout. On se croit à l'abri des choses qui sont mauvaises. Et puis, mais non, ça arrive du jour au lendemain comme ça. Donc, à quelque part, derrière le ça n'arrive pas qu'aux autres, il y a cette envie de faire connaître cette forme précoce, en fait, à C'est quelque ça. part. Ouais. C'est ça. C'est mon but, c'est de militer vraiment pour faire connaître et puis faire changer l'opinion publique, quoi. Mm. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis voilà, point d'interrogation. Super. Emmanuel, merci beaucoup pour Merci cet à vous. échange. Et puis, bon vent à ce livre et puis à votre association. Je mettrai les liens donc voilà sous la vidéo. Et écoutez, voilà, plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.